Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Johan, c'est un plaisir de t'accueillir dans Slow Marketing. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a motivé à cofonder les Petits Culottés avec Mathieu? Donc bonjour, déjà merci pour l'invitation. Moi, j'ai un parcours plutôt orienté école de commerce au départ à Nantes. J'ai fait après une spécialisation à Bordeaux dans tout ce qui est, gestion de la supply chain et des opérations avec un focus sur les achats, internationaux. Au départ, j'ai commencé, c'était un peu la voie il y a une quinzaine d'années, je voulais voir comment ça se passait dans les grosses boîtes. C'était un peu la voie que beaucoup d'étudiants prenaient et dont tout le monde parlait à l'époque, qui faisait un peu référence. J'ai démarré dans le secteur d'activité des cosmétiques chez L'Oréal et puis après chez LVMH. Et puis après, je me suis recentré sur le secteur d'activité. La fonction achat me paraissait un peu plus stratégique. Toujours dans les produits B2C parce que j'avais besoin de produits finaux qui me parlaient. Et en l'occurrence, je me suis orienté dans l'agroalimentaire chez Kraft Foods, qui s'appelle maintenant Mondelez International. J'ai appris et j'ai vu beaucoup de choses dans ces organisations. Ça a été très, très formateur. Et ça m'a été aussi très utile par la suite, je ne peux pas le renier. Et ensuite, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, justement, je me sentais armé par cette première expérience dans le salariat. Et donc, comment est-ce que, j'anticipe un peu, mais comment j'en suis arrivé à me lancer dans l'entrepreneuriat et à créer une société. C'était un peu par hasard. Mathieu, l'autre cofondateur des Petits Culottés, travaillait déjà à l'époque dans le milieu des produits pour bébés, dans le milieu de la parapharmacie exactement. Et on était restés amis en fait depuis cette époque. Et on se voyait régulièrement le week-end, etc. Et puis, il m'avait sollicité pour trouver des sous-traitants pour la fabrication de produits. C'est des produits de change à base de coton pour les bébés, des carrés de coton. Et en fait, moi, c'était vraiment par goût du challenge où j'ai décidé de lui répondre. Je dis, bah, ouais, je vais regarder si je peux t'aider. Donc, j'ai fini effectivement par trouver exactement ce dont il cherchait. Et en fait, à l'époque, c'était ça il y a 9 ans, presque 10 ans, le bio n'existait pas ou c'était très peu développé, même en pharmacie. Et j'avais perçu à travers toute l'analyse de la filière, de la culture du coton, de la transformation, etc., qu'il y avait une très grosse différence en fait entre le coton qu'on appelle coton conventionnel et le coton biologique, au niveau de l'impact environnemental et de ce qui est lié sur les effets sur la santé. Il y avait un élément qui m'avait marqué, c'est que pardon, la culture du coton représente 2% à peu près des surfaces agricoles cultivées dans le monde et on utilise 20% grosso modo des pesticides vendus dans le monde sur ces 2%. Vous avez un produit qui est surexposé ces produits de synthèse-là, avec tous les impacts que ça peut créer au niveau environnemental et santé. Donc ça me semblait assez logique de partir sur le bio. Donc c'est à ce moment-là où j'ai orienté justement le laboratoire à développer un produit en coton bio, en expliquant les bienfaits et en étant malin surtout pour le rendre accessible et attractif aux yeux des consos. Donc quand on explique les impacts, un peu le lien avec le marketing qu'on parlera peut-être après, ça permet d'orienter plus facilement aussi les choix. Et ce lancement-là a été un succès. Je me suis rendu compte justement d'ailleurs à ce moment-là qu'à travers les compétences que j'avais acquises précédemment dans le salariat, je pouvais les utiliser sur des projets à impact que je choisissais. Et j'avais pas forcément conscience de ça avant l'entrepreneuriat. Et forcément, quand on est dans le salariat, votre liberté d'action, elle est forcément limitée parce qu'elle est dictée par la stratégie de la société dans laquelle vous êtes. D'où l'importance d'ailleurs en aparté de bien choisir la société dans laquelle vous investissez votre temps en tant que salarié et d'adhérer au projet d'entreprise parce que votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Ça, je l'ai remarqué après coup, notamment quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et en fait, Mathieu m'a rejoint un petit peu après dans l'aventure pour créer les Petits Culottés parce que justement, il avait également fait ce constat-là sur les couches pour bébés, où il n'y a pas de réglementation spécifique pour les couches pour bébés, toujours Ouais. pas, malgré le produit aussi sensible soit-il. C'est très majoritairement fabriqué à l'étranger, c'est plus ou moins absorbant et en plus c'est cher. Et avec Mathieu, en fait, on avait des compétences très complémentaires. Donc il m'a rejoint pour relever ce challenge qui présentait en fait des enjeux de santé publique entre autres. Donc tout simplement, on est parti de ce contexte-là qui est assez alarmant pour les parents, de se dire qu'on n'a pas la garantie d'avoir un produit sûr, c'est fabriqué à l'étranger, c'est cher et c'est plus ou moins absorbant, de se dire nous on va prendre le contre-pied de tout ça.
On va créer une couche qui soit, saine avec des rapports toxicologiques et cetera, sur les recommandations de l'ANSES qui n'est pas une réglementation. On va le faire fabriquer en France avec, les matières les plus absorbantes possibles et les plus naturelles possibles. C'est un élément également et puis donc on va également avoir un service adapté pour les parents. Donc fabriqué en France avec tous ces choix-là, bien sûr, on était beaucoup plus cher que les autres et donc pour le rendre accessible, tout simplement, il fallait, modifier un peu les canaux de distribution avec une approche un peu plus, spécifiques qu'on va détailler après, je crois. Ouais, parce que du coup, donc les petits culottés aujourd'hui, c'est donc des couches et du lait infantile en circuit court, fait en France et vendu en abonnement, c'est bien ça, si je me trompe pas? J'ai tous les Ouais. Qu'est-ce qui, donc tu as parlé un peu du contexte d'idéation, mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à choisir cette approche spécifique, et à vous lancer, sur ce marché? En fait, le circuit court, ça a été au départ une solution qu'on a trouvée pour rendre accessible au plus grand nombre, OK. ce type de produit. Donc sans compromis sur la qualité, pour avoir un produit, de meilleure qualité, plus simple, plus naturel, fabriqué en France. Étant donné que ça coûtait beaucoup plus cher à produire, la seule manière de le rendre pas plus cher en prix de vente pour les consommateurs, pour les parents, voire moins cher aujourd'hui, Mmh. c'était d'enlever tous les intermédiaires de distribution, donc via OK. du circuit court. Et le lait, effectivement, c'était le même constat, d'autant plus que le lait, pour le coup, on est sur c'est la seule alimentation, hein, qu'un enfant va prendre, les 4 premiers mois de sa vie, et par la suite, ça va être un aliment très, très important. C'est capital, en fait, pour son développement neuronal, rétinien et cetera. Donc il y a un enjeu aussi fort à avoir une composition, la meilleure possible pour l'enfant, Mmh. et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut forcément changer un peu le modèle et utiliser le circuit court pour rester accessible pour les parents. Sinon, on est obligé de faire des compromis sur le produit et ça, on voulait surtout pas pour ces produits-là. OK, c'est intéressant parce que finalement, l'aspect circuit court et abonnement viennent surtout soutenir le fait qu'on puisse avoir un produit de qualité, avec un impact environnemental et sur la santé positif. Ça a été quoi les principaux défis à relever, dans ce projet-là, que ce soit de la production à l'acquisition client, tu dirais? Le premier point déjà, c'était d'embarquer, des partenaires avec, dans cette vision, un peu Mmh. folle, hein, parce que, en fait, quand à l'époque, on a expliqué qu'on voulait lancer des couches, très concrètement, on nous expliquait que l'idée était géniale, mais en fait, en face de nous, il y avait des Ouais. multinationales, très présentes, très implantées, historiquement. Donc ça a été déjà le premier challenge. Après, ça a été se faire connaître, être visible des parents, avec beaucoup moins de moyens finalement que nos concurrents et d'expliquer aussi, avec pédagogie, je pense notamment également au lait, que ce qu'on propose est radicalement différent de ce qui était proposé historiquement pour avoir une chance d'exister et d'éveiller l'intérêt et aussi d'éveiller les mentalités sur le fait qu'on pouvait trouver des choses encore mieux que ce qui existait historiquement et que c'était Mmh. possible. Et justement, ma question, suivante, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous positionner face à la concurrence et surtout à développer votre notoriété aujourd'hui, effectivement avec des moyens complètement différents et puis sur un secteur où la notoriété, la crédibilité de la marque est très importante parce que comme tu dis, on va pas donner, n'importe quoi, à manger à son bébé, donc comment est-ce que, en tant que nouvel acteur, vous arrivez à créer à la fois cette notoriété, cette crédibilité, dans ce marché concurrentiel? Ouais, alors ça s'est fait par étapes. Par rapport aux acteurs historiques, on est sur des modèles, complètement différents. Je dirais que déjà, on a l'avantage d'être beaucoup plus agile, hein, en termes de taille, de Mmh. structure et aussi d'être indépendant financièrement. Mine de rien, ça c'est un vrai, plus et c'est un vrai atout, de pas avoir d'interférence avec un actionnariat qui aurait des visions, un peu plus court terme. On a vraiment les mains libres par rapport à ça et le fait aussi, et ça c'est très important, d'avoir les consommateurs en direct, ça nous permet aussi d'expliquer nos choix et de ne pas avoir d'acteurs de distribution entre les 2 et qui a potentiellement des intérêts commerciaux et un rapport de force qui peut finalement, jouer en défaveur surtout de l'intérêt du conso Ouais. parce que trop axé prix, au détriment d'autres éléments, voilà, tels que la qualité, l'origine de fabrication, les enjeux RSE et cetera. Je dis pas que c'est pas à garder, mais aujourd'hui l'aspect prix reste quand même, hyper important sur ces canaux de distribution-là. Bah, comme tu disais, vous êtes en direct avec les consommateurs, avec les parents. C'est quoi les réactions des parents depuis le enfin et de vos clients depuis le lancement de vos produits? Comment est-ce que vous mesurez, leur satisfaction par rapport à un produit, classique, on va dire? Ouais, on a été très surpris par leur réaction, dès le démarrage.
En fait, on a senti vraiment une vraie adhésion très forte au modèle et aussi aux valeurs qu'on défendait à travers ce projet, donc très fort et très engagé. Aujourd'hui, on a une communauté à peu près de 130 000 parents, abonnés qui sont aussi engagés que nous et je crois qu'une des forces aussi qu'on a, c'est qu'on se comprend. C'est-à-dire que nous aussi, on est des parents, on est de la même génération. Donc on aspire aussi au même modèle de consommation et ça, je pense que ça fait beaucoup aussi par rapport à d'autres modèles justement qui sont historiquement établis, à des périodes, des générations différentes et qui ont peut-être pas évolué dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a un gros décalage entre ce qui est proposé par ces sociétés et les aspirations des consos actuels, des générations actuelles, à mon avis. OK, on dit souvent que, le fait d'avoir un produit, à impact environnemental ou sociétal positif ne suffit pas à vendre et qu'il y a besoin de plus d'arguments, de plus d'éléments différenciants. Vous, comment est-ce que ça a guidé, peut-être votre création d'identité de marque? Comment vous avez créé votre, branding, pour les petits culottés? Mmh, ouais, c'est des éléments, clés effectivement pour se différencier. C'est à chaque fois, on essaie de le faire vraiment avec bon sens encore une fois, puisque la chance qu'on a vraiment, c'est, on est parents donc on est, enfin vraiment on arrive facilement à se projeter du coup, Mmh. finalement à la place de notre communauté. C'est aussi de rester simple, honnête dans ce qu'on propose. D'ailleurs, on fait pas de pub comparative, on met toujours en avant ce qu'on a à proposer pour rester dans une pub qui soit vertueuse, une communication positive et l'avantage justement d'avoir la communauté en direct, c'est qu'on peut vraiment échanger, directement avec eux. Ils vivent l'aventure en fait depuis le début en même temps que nous. Ils nous font progresser aussi. Et ils en font partie intégrante, en fait. Et nous, notre raison d'ailleurs, d'exister, on a défini clairement, hein, c'est de simplifier la vie des parents au quotidien. Et chaque décision stratégique qu'on prend avec l'équipe doit participer à cette vision-là. Si on a un doute sur des prises de décision et que, ça répond pas à cette question-là, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction et à ce moment-là, on change de cap. Ah, j'aime bien, c'est intéressant. Tu as un exemple, concret peut-être à nous partager, de décision qui a été renforcée ou justement pas prise, Tout simplement, on n'a pas vocation à développer, de multiples produits. Aujourd'hui, on fait des couches et du lait, aussi pour une simple et bonne raison, c'est qu'on si on fait un lancement de produit, c'est pour amener une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Si c'est pour juste développer les mêmes produits et apposer notre marque, il y a pas d'intérêt. Ça va pas, apporter quelque chose de plus au quotidien des parents, donc mmh. on le fera pas. Après, je trouve que c'est ne serait-ce que de savoir qu'en fait, c'est la raison d'être qui vient, donner la ligne, directrice, des décisions stratégiques de l'entreprise. Je trouve que c'est vraiment intéressant, Ouais et puis c'est, quand on rentre, on s'en rend pas compte avant d'être parent. Je sais pas si toi tu as non. des enfants également. Tu découvres un nouveau rythme de vie, un nouveau monde, un nouvel univers qui est plein de questionnements, qui est très intense en termes de gestion du temps, d'organisation. Il faut, en tout cas, si on peut amener un peu de simplicité et de sérénité pendant cette période-là, franchement pour le vivre encore aujourd'hui, ça n'a pas de prix et c'est vraiment quelque chose qui est précieux et plutôt que de gérer, des fuites, du linge, d'aller acheter des couches, et cetera, de se questionner sur la composition du lait ou autre, c'est de se dire: «OK, nous, on va essayer de vous aider sur ces sujets-là», même sur le service client, hein, c'est un sujet aussi, c'est qu'il faut qu'on soit hyper bon là-dessus. En tout cas, on va s'occuper pour vous de ça, c'est-à-dire qu'on va proposer le meilleur produit possible, accessible avec un super service et comme ça, vous pourrez vous concentrer sur ce qui a vraiment du sens et passer, du temps avec votre enfant et en tout cas sur ces sujets-là, on va vous apporter plus de sérénité et c'est tout l'enjeu. Donc on développe pas des produits, on développe, on les développe tels qu'on aimerait les trouver en tant que parents. Donc on développe une Ouais. solution, j'ai envie de dire quasiment. Moi, quand je vois un business model comme, celui de Les Petits Culottés, ça me semble évident que, genre, tout fait sens, tu vois? C'est-à-dire que de produire en France, d'avoir des produits qui soient pas toxiques, pour justement, une cible, enfin un bébé où justement c'est hyper important. Tu rappelais, tout à l'heure, des impacts que peut avoir, la nutrition ou les produits, chimiques dans les couches, pour les bé sur les bébés. Que ça soit, fait par abonnement du coup, pour, à la fois, garantir un prix accessible et en plus simplifier, la vie des parents. Comment est-ce que tu expliques que ça soit un modèle qui soit pas plus développé aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est déjà des industries, lourdes quand même. Mmh. Pour développer, des couches et du lait, c'est des budgets assez importants au démarrage et puis c'est un peu osé, hein. Faut être un peu culotté pour se lancer sur ces secteurs-là où historiquement vraiment c'est que des mastodontes, c'est que des grosses multinationales.
Donc ça fait un peu peur, quoi. C'est des projets quand même qui sont assez audacieux et on se dit qu'il y a plus de risques de se planter qu'autre chose. Donc je pense que ça, c'est aussi un premier point et puis, ça paraît être des sujets, assez complexes. D'ailleurs, je sais pas si, tu as déjà essayé de décrypter, la composition d'une boîte de lait, mais c'est pas très compliqué. Donc nous, on essaie justement, d'amener de la simplicité, du bon sens là-dedans. Voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait finalement faire mieux, voire même beaucoup mieux de ce qui existait jusqu'à présent. Donc c'est devenu en fait une mission à partir du moment où on s'est rendu compte de ça, parce que la population, qui utilise ces produits, encore une fois, c'est les nourrissons, c'est les bébés. Donc, quand on se rend compte qu'on peut leur apporter quelque chose de mieux sur des produits aussi sensibles, ça devient une mission, quoi. Ça devient un truc où, OK, de toute façon, il faut y aller parce que, si on sait qu'on peut faire mieux et on avait la chance avec Mathieu, en fait, d'avoir les compétences pour le faire. Ça aussi, on OK, était au ouais. bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et puis il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe qui sont très douées également et qui nous aident au quotidien à faire que ce qui est aujourd'hui les petits culottés et voilà et aujourd'hui, on est très fiers effectivement de ce qu'on propose parce que ça coche toutes les cases de ce qu'on voudrait trouver en tant que parent. Et l'accessibilité, encore une fois, c'est le point aussi qui est super important, qui est peut-être même le plus compliqué parce que on peut faire un bon produit, on peut faire un produit qui est fait localement et cetera. Mais si ça reste élitiste, c'est ce qu'on voulait pas. Il y a Mmh. peu d'intérêt, enfin à notre sens en tout cas. Ouais. Voilà, puis non, puis l'entrepreneuriat, c'est encore une fois, c'est de manière générale, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Après, c'est les mettre en œuvre, les exécuter et les développer, qui parfois est un peu plus complexe, ouais. Ouais, c'est ma question suivante. J'imagine que vous avez pas, des énormes budgets, marketing et encore moins, les budgets marketing de vos concurrents. C'est quoi aujourd'hui, vos stratégies, d'acquisition, pour faire grandir, les petits culottés? Notre premier levier d'acquisition, maintenant est de très loin. En fait, c'est le bouche à oreille, donc ça, c'est top. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes parent, vous adorez échanger les bons Ouais. tuyaux. Et vraiment, nous sur les petits pilotés, ça fonctionne, vraiment comme ça. Donc ça, c'est une chance déjà. Et puis après, on utilise les canaux, classiques, hein, de réseaux sociaux, de digital et cetera, et on a de plus en plus de prescripteurs, pédiatres, pharmaciens, maternité et cetera. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette parce qu'en fait, c'est des gens souvent qui étaient, clients, qui maintenant sont devenus ambassadeurs aussi dans leur rôle, professionnel. Et puis je crois qu'on a eu une chance aussi, c'est qu'on a démarré avec, un budget vraiment minime, vraiment très minime, le minimum possible avec Mathieu. On n'avait pas de fonds d'investissement ou autre et ça nous a permis aussi d'être original dans l'approche, de pas faire comme tout le monde avec des agences de com ou marketing, qui finalement avaient des stratégies assez similaires. On a fait un peu système D et je crois que c'est ça aussi que les gens se sont retrouvés là-dedans. Ils se sont dit: «OK, finalement ça me parle ce qu'ils font» et puis on essaie aussi d'amener un peu d'humour dans tout ça, même si, enfin on peut faire des bons produits et tout à fait et être aussi dans un ton qui soit un peu plus humoristique et pas anxiogène, parce qu'on Mmh. en a besoin aussi en tant que parent. Puis ouais, à l'époque aussi de l'influence, c'était un peu différente de ce qu'elle était aujourd'hui il y a 6-7 ans. Aujourd'hui, ça s'est très professionnalisé. À l'époque, c'était un peu moins le cas. Donc, on a eu une équipe aussi de parents influenceurs, qui nous ont suivis dès le début, en fabrication de la première couche dans les Vosges. On a fait un week-end, mais c'était entre amis en fait, dans un chalet, hein. C'est juste des gens qui ont adhéré aux valeurs et aux principes de ce qu'on était en train de créer. Et puis ça fait un peu, je sais pas si ça a fait le buzz, mais dès qu'on a lancé le site, il y avait beaucoup d'attentes, ouais. Les gens avaient OK. entendu parler de ce qu'on lançait. Oui, parce qu'il y avait un peu une co-construction en amont du lancement, avec, ces parents-là, c'est ça? Ouais, tout à fait, on a co-construit, on a partagé l'aventure et ouais, ils ont amené leur grain de pierre à l'édifice, ouais. Trop bien. Johan, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Ouais, je pense que l'idée de slow marketing derrière, je me dis, bah, en fait, c'est tout simplement, faut essayer de changer aussi la promesse que consommer plus, ça nous rendra plus heureux. Ça, on commence à Mmh percevoir, mh. dans notre société que c'est plus le cas et qu'il faut plutôt consommer mieux. Ça présente beaucoup plus d'avantages à tous les niveaux et d'ailleurs, souvent, c'est un peu mal perçu le terme marketing tout seul et moi, je me dis: «OK, c'est parce que c'est associé, en fait, à la consommation de masse et je me dis que le marketing, c'est pas fondamentalement mauvais en soi, hein. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser justement, bah, pour des causes qu'on défend. Trop bien, merci pour cette, définition, ça me paraît, en tout cas, ça je suis très alignée avec. Dernière question, quelle est l'entreprise ou la marque qui t'inspire le plus aujourd'hui en termes de marketing responsable et que je devrais inviter sur ce podcast? Bonne question.
Nous, chez les petits culottés, l'entreprise prend en charge l'assurance santé à 100%, donc la mutuelle, Ouais. pour tous les salariés. Et pour ça, on a choisi Alan, qui est une mutuelle, une assurance santé française. Et je trouve que cette société, elle est hyper intéressante et inspirante dans l'approche qu'elle a de son secteur. Je ne sais pas si tu connais Oui, je suis chez cette Alan aussi, je suis mutuelle-là. absolument fan Ouais, j'en ai déjà parlé, il me semble dans l'épisode sur, le handicap, sur, justement on parle souvent du langage, facile à lire, facile à comprendre et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire, tous les touch points de communication avec eux, que ça soit, l'onboarding, la présentation de leurs offres, l'application, le savoir si je vais être remboursée ou pas. Je trouve que tout est tellement facile et limpide alors que enfin moi j'ai une phobie administrative, je suis du genre à tout procrastiner tellement et puis en plus, aujourd'hui, j'habite dans un pays, qui est bilingue donc en fait, par exemple, moi, quand je suis arrivée en Belgique, j'étais automatiquement inscrite sur une liste, enfin, ma mutuelle était tout en néerlandais donc autant te dire que va encore plus procrastiner les choses quand tu ne comprends pas ce qu'on t'en les mails qu'on t'envoie tu as une et bonne raison. et vraiment Alan, a sauvé, ma vie et surtout mes remboursements médicaux parce que, il c'est tout est enfin et je trouve que c'est ludique et ça facilite vraiment l'accès aux soins, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que, bah, déjà, ils ont su disrupter un marché, Ouais, qui était trusté historiquement par des gros acteurs, hein, un peu pareil, ouais, en apportant, ouais, une expérience utilisateur qui était complètement nouvelle, beaucoup plus ludique, un peu gamifiée et qui apporte une vraie valeur aussi pour ses utilisateurs. Et j'avais étudié un peu leur fonctionnement et en fait, ils avaient un objectif qui s'illustre assez bien en fait dans leur service et dans leur écosystème. C'était leur raison d'exister, c'était garder les gens en bonne santé le plus longtemps possible. Et en fait, donc quand on dit garder les gens en bonne santé le plus longtemps possible, j'aime bien l'approche parce que c'est d'emmener plutôt un côté préventif ouais, intelligemment, plutôt que de dire en fait, je vais rembourser à 100% tes dépenses de santé lorsqu'elles arriveront en fait. En gros, ça se traduit par je me préoccupe pas forcément de ton état de santé, mais plutôt de ton portefeuille, ce qui est une approche totalement différente. Et, voilà. Et donc l'approche d'Alan, elle est super vertueuse par cet aspect-là pour tout le monde, en plus que pour, mmh, pour notre santé à nous, pour même l'économie en général, hein, avec l'enjeu de préserver notre système de santé au niveau modèle économique. Et puis ouais, bah, en plus, on suit un créneau où bah, la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, hein, donc c'est capital comme sujet. Moi, je trouve ça très inspirant, donc c'est intéressant comme modèle. Donc ouais, si tu as l'opportunité d'inviter un des deux cofondateurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avec eux. je vais l'ajouter dans ma wishlist et mais je trouve qu'il y a un point intéressant sur ce que tu soulevais par rapport à leur raison d'être et effectivement plus axé sur de la prévention, à contrario de mettre le focus sur le remboursement. Mais dans les faits, typiquement, enfin, Alan rembourse très, très vite. Enfin, moi, je suis toujours choquée, j'envoie, le truc dans les même pas dans les 24 heures, je reçois le remboursement et je trouve que ça aide aussi à renforcer ce côté, prévention et prendre soin de soi parce qu'en fait, si on a des revenus limités ou quoi que ce soit, on va pas se poser la question de, moi ça a été le cas, hein, quand j'ai 10 ans d'entrepreneuriat et j'ai pas toujours, gagné ma vie comme je la gagne aujourd'hui. Il y a eu des périodes où j'étais là, bah, en fait, le dentiste là, je vais attendre d'être vraiment au bout de ma vie pour y aller parce qu'en fait, je peux pas sortir, 100 € en plus ce mois-ci pour pouvoir aller chez le dentiste et je sais pas quand est-ce que ma mutuelle va me rembourser et cetera. Donc je trouve que ça joue aussi enfin, c'est intéressant parce qu'ils mettent pas cet argument en avant et tu as complètement raison, mais ça joue dans la raison d'être aussi de, bah, en fait, on va être hyper efficace pour que tu ne poses pas de ces questions de moyens financiers, donc ouais. C'est ouais, mais maintenant, il y a plein de services, tu explores un peu leur app de prévention, sur la psychologie, Ouais, sur le fait de bouger. Enfin, il y a plein de choses d'ailleurs qui vont se développer chez eux, qui vont dans cet axe de prévention. Donc ouais, non, c'est super chouette et ouais, ça ça fait du bien. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, avant les mutuelles, c'était un peu l'angoisse et elles ont amené une bouffée d'oxygène dans le secteur. Chouette. super. Bah, écoute, Joanne, merci beaucoup pour cet échange sur les petits culottés. Je souhaite plein de succès. Je pense que je vais en parler à tous mes amis, parents, autour de moi, recommandés. Merci beaucoup pour cet, épisode. Merci à toi, Anaïs. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.